Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter le projet Flunch qui a été le projet no-code le plus important de toute l'histoire à ce jour et auquel j'ai eu la chance de participer. Donc dans mon histoire, j'ai pu participer à plus de 600 projets ERP ou CRM et là celui-là, il restera pour moi dans les annales. J'ai appris beaucoup dans ce projet, j'ai eu la chance de travailler une équipe formidable et puis on a surmonté un certain nombre de difficultés et je vais vous raconter comment et j'espère que ça pourra servir à tous ceux qui font de la gestion de projet, de la gestion d'entreprise, etc. Donc bienvenue sur la chaîne CIMAX. Ici, on vous donne des trucs et astuces de gestion, on vous parle de changement de législation et de digitalisation d'entreprise. Et donc aujourd'hui, on va vous raconter un projet fabuleux qu'on a mené pour Flunch. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Flunch, il s'agit d'une grande enseigne de la restauration française. Ils ont plus de 150 restaurants, et puis des gros restaurants répartis un peu partout en France. Et on ne devient pas un incontournable de la restauration sans avoir un certain nombre de savoir-faire très importants. Et c'était tout le cœur du projet, c'est que chez Flunch, ils sont très attachés à acheter des produits de qualité, bien sourcés, si possible locaux autant que possible. Et dans ce cadre, ils ont aussi un savoir-faire logistique pour livrer les restaurants en juste à temps, pour n'avoir jamais de déchets. Voilà, il y a un gros travail sur le respect de l'environnement et le respect des coûts. Et donc tout ce savoir-faire logistique qui s'est construit pendant des années et des années, quand ils ont été obligés de changer les anciens logiciels vieillissants, ils ne voulaient pas perdre tout ce savoir-faire logistique. Il y avait énormément d'interfaçage avec des logiciels tiers et notamment les logiciels des logisticiens. Et il fallait être capable de leur donner la même qualité de service et des nouveautés dont ils avaient besoin, tout en restant interfacés avec tout cet écosystème informatique. Donc c'était déjà un challenge très important en soi, récupérer plus de 10 ans d'historique, faire au moins aussi bien sur tous les tableaux d'aide à la décision. Et bien ce projet, du coup l'équipe Flunch a monté une équipe, ils ont impliqué les utilisateurs, donc ils ont vraiment mené le projet comme il fallait, et ils ont fait un cahier des charges détaillé avec une phase de consultation où ils nous ont demandé de leur démontrer notre capacité à répondre à un besoin très précis et qu'un scénario. Et donc c'est comme ça que CIMAX a pu être sélectionné pour mener ce projet. Donc le projet avait plusieurs challenges. Le premier, c'était un volume de fonctionnalités vraiment colossal, un volume d'interfaçage avec des logiciels de l'écosystème du groupe qui est très important. Et puis pas des interfaces qu'on peut se permettre qu'elles ne marchent pas pendant une heure. Non, il faut vraiment que tout fonctionne parfaitement en permanence. Donc il y avait un volet supervision de tous les traitements qui s'est avéré très important. Et l'objectif, c'était de permettre, comme c'était le cas avec l'ancien logiciel, à une seule personne le matin, en 2 heures, de gérer les réapprovisionnements pour les 150 restaurants. Entre autres, avec plein d'autres fonctionnalités, mais ça c'était très important. Et donc, le deuxième challenge, c'était également le temps extrêmement court. Un temps extrêmement court qui était lié en fait à des décisions stratégiques informatiques dans le cadre du groupe et il fallait que le projet soit mené en moins de 9 mois. Et donc là, forcément, sur un projet de cette amplitude, c'était un beau challenge. Pour cette raison, nous avons mis en place une des plus grosses équipes no-code qu'on n'ait jamais mis sur un projet. Il faut savoir, souvent les projets no-code, ils sont menés par 1 ou 2 personnes. Comme on ne fait pas de développement spécifique, on a besoin d'un peu moins de monde, ce qui est intéressant en termes de coûts et qui est intéressant en termes de délai aussi. Là, dans ce cadre-là, on a mis plus de monde, mais comme il y avait différents volets sur le projet, on a pu faire une répartition. En fait, il y avait comme des sous-projets dans le projet. Et ça a permis de bien s'organiser et de bien gérer ce découpage et d'avancer sur les différents sujets en parallèle. Par rapport au volume de fonctionnalités, en fait, nous avons défini des priorités et on a fait un schéma directionnel qui nous a permis de voir par quel morceau il fallait qu'on démarre et comment on allait enchaîner les différentes fonctionnalités. Dans ce que nous faisons habituellement, on essaye de gérer tout ce qui est un peu
difficiles comme les interfaces et aussi la récupération des données relativement en amont du projet. Donc en fait, c'est le premier élément qu'on a commencé à travailler, c'est ce qu'on appelle le référentiel, donc tout ce qui était mise en place des données du groupe dans le logiciel, parce que ensuite les workflows, l'organisation dépendait très fortement de ces données, les articles, les fournisseurs, les plateformes logistiques, ce genre de choses, tout devait être géré, les stocks. Donc, une fois qu'on a obtenu ce référentiel, on a mis progressivement en place les outils de la décision et on a impliqué les utilisateurs au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on a vu que sur certains éléments qui étaient sortis pendant la phase d'étude avec les équipes, eh bien, il y avait des choses qu'on n'avait pas forcément bien analysées. Ça arrive régulièrement de se tromper. Il y avait des choses qui étaient plus complexes que ce qu'on avait prévu. Et donc, quand on a fait les ateliers très, très en amont avec les utilisateurs, parce que dès qu'on avait des résultats, on commençait à les présenter, ils nous ont dit « Ah non, là, en fait, c'est pas ça ». Et on s'est rendu compte que dans la phase d'étude, on s'était raté sur quelques outils d'aide à la décision et on les a défaits et on les a refaits. Ce que permet de faire le no-code. Donc, du coup, c'était aussi, on a profité de la souplesse de l'outil pour faire ça. Je l'ai dit dans plusieurs d'autres de mes vidéos, les cahiers des charges, ils sont toujours un peu faux. Même quand on est en phase d'étude, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc avoir cette souplesse et confronter la vision de ce qui a été réalisé aux utilisateurs, c'est un des éléments qu'on a bien fait et qui nous a évité un certain nombre de problèmes. Quand on a mis en place tous ces éléments, eh bien, progressivement, on voyait sur notre schéma que toutes les cases passaient en vert. Et puis, à un moment donné, eh bien, on est rentré dans la phase de recette. Et là, cette phase de recette, elle a été, on est content, elle a été bien anticipée, et elle a été bien menée des deux côtés. Et les équipes Flunch ont été extraordinaires parce qu'ils nous ont fait des très très bons cahiers de recettes, très précis. Et nous avons pu, nous, faire notre recette interne qui a été assez qualitative. Et ensuite, derrière, quand ils ont fait la recette eux aussi, bon, il y avait quelques écarts qui ont été corrigés. Mais en fait, on est arrivé à la mise en production avec un très haut de qualité dans les fonctionnalités, alors qu'on avait un volume de fonctionnalités qui était colossal. C'était très très bien ce qu'on avait fait là-dessus. Et on va vous parler de la mise en production. Donc la mise en production, en fait, ça y est, c'est là où on part au feu. Donc c'était un matin à 6h30 du matin, on a démarré puisque c'est là que les équipes démarrent. Donc tout avait été bien préparé au préalable. On avait fait des vérifications dans le week-end, mais il y avait un certain nombre de décisions qu'on avait dû prendre pour cette mise en prod. Donc on savait que ça allait être un peu sport parce qu'on n'avait pas réussi à recéter une des interfaces clés avec un outil de calcul externe. Pourquoi on n'avait pas pu la recéter? C'est parce que c'était très compliqué d'avoir les données qui étaient en phase pour pouvoir vérifier vraiment que les fichiers sortaient de façon identique. Et on savait qu'on aurait ces fichiers identiques le lundi soir après la mise en production et que du coup, on pourrait recéter le mardi pour mettre ça en place. Donc, on savait que déjà, on partait avec un petit écueil, mais les délais du projet ne nous avaient pas permis de faire autrement. Donc, c'est ce que nous avions décidé. Et en fait, le lundi, c'est vraiment très très bien passé. Il y a eu quasiment rien comme dysfonctionnement. On y allait, on était avec l'équipe là-bas. On a tous pu traiter nos mails dans la journée. Donc en général, ça c'est signe d'une mise en prod qui se passe très bien. Le mardi, RAS, on a réussi à mettre en place cette interface. Il y avait quelques petites surprises. En fait, on a trouvé à l'occasion un bug qu'il y avait dans l'ancien logiciel. Et du coup, forcément, ça ne collait pas parce que ce qu'envoyait Simax, c'était juste et ce qu'envoyait l'ancien logiciel sur certaines lignes, c'était faux. Donc, après analyse, on a pu trouver que du coup, notre interface était bonne. Il y a eu des ajustements quand même, pour dire la vérité, mais du coup, après, c'était bon. Et on arrive donc du coup, mercredi, ça se passe bien. Là, on est en mode, on commence à mettre en place des évolutions et des demandes des utilisateurs pour leur faire plaisir. Et le jeudi, là, c'est là où ça a été un peu compliqué.
Parce qu'en fait, les commandes qui avaient été passées le lundi ont commencé à être livrées le jeudi. Et en fait, il y a les restaurants qui ont appelé et ils ont dit « Ils sont où mes steaks ?» Et en fait, on avait un bug parce que il y avait un des fournisseurs qui n'était plus référencé pour les steaks. Et du coup, nous, on avait appliqué une règle qui était que l'article devenait non commandable. Et comme il était non commandable, il était supprimé dans la phase de traitement automatique des commandes. Donc, ils n'étaient pas passés dans les commandes, donc ils n'étaient pas passés dans les livraisons. Sauf que le steak, eh bien, c'est l'article le plus vendu avec les frites chez Flunch. Puis, ce n'est pas des steaks que vous pouvez acheter au supermarché, c'est des steaks qui sont épais, qui sont sourcés, qui sont la super bonne viande. Ils sont prévus à une épaisseur pour être cuits X minutes d'un côté, X minutes de l'autre pour être parfaits. Ils rentrent dans les hamburgers pour que ce soit beau. Bref, il fallait que ce soit ces steaks-là qui soient utilisés. Donc, l'équipe Flunch, ils ont été super et ils ont dépêché des taxis-colis pour aller livrer les steaks. Ils ont géré ça et nous, pendant ce temps, on a compris pourquoi il y avait eu le problème. On a fait la correction et puis du coup, après, heureusement, ça ne s'est pas reproduit. Évidemment, le problème des steaks, comme on dit, un problème n'arrive jamais seul, il est arrivé en même temps qu'un problème informatique chez Flunch qui faisait qu'il y avait certains fichiers qui n'arrivaient plus pour les interfaces. Donc en fait, la journée de jeudi, ça a été une journée horrible. On est arrivé à la fin de la journée, vers 18h, on était tous morts, on avait à peine eu le temps de manger, c'était très compliqué. Et on avait justement la réunion avec la direction Flunch pour faire le bilan de la mise en prod. Et on s'est dit, c'est chaud. Et quand on est arrivé, en fait, la direction Flunch nous a félicités. Et ils nous ont dit, on est vraiment ravis de cette mise en prod. Oui, il y a eu ce petit couac sur les steaks, il a été réglé, mais globalement, ça se passe très bien, on est très contents et merci, on va vous faire de la pub. Alors, c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de bien. Donc, en résumé, ça a été assez sport, cette mise en prod. Là, maintenant, on est à 2 mois après la mise en prod, on rentre dans la phase vraiment de croisière où on a pu sereinement mettre en place des évolutions qui ont satisfait les utilisateurs. On a réglé vraiment toutes les petites virgules et ça se passe bien. Et maintenant, on a une nouvelle phase de mise en prod sur des évolutions futures qui arrivent pour la suite. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le couac qu'on a eu, c'est un réel, même si on a fait une très bonne recette, on peut toujours avoir des difficultés dans le cadre de la mise en production. Il y a toujours des petits ajustements et c'est pour ça que c'est important aussi de garder les équipes mobilisées, d'être super réactifs. Dans les choses qui nous ont beaucoup aidés, il y a le fait que quand on avait besoin de faire une correction de paramétrage, en fait, on pouvait la pousser en production sans déconnecter les utilisateurs. Il y avait juste l'utilisateur qui avait besoin de la correction ou de l'évolution qui était obligé de se déconnecter, de se reconnecter. Et du coup, il n'y a pas eu d'interruption de service, même s'il y a eu plein de petits ajustements au fil de l'eau. Et donc ça a été vraiment apprécié aussi. Et puis pour nous, c'était beaucoup plus serein. Voilà, donc en résumé, on peut dire un bravo au no-code qui a remporté ce projet. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, le no-code c'est pour les petits projets. Non, on l'a montré, les plus gros projets du monde peuvent être menés en no-code. Ça marche, c'est efficace, ça donne aussi bien, c'est aussi bien que les anciens logiciels programmés avec de l'amélioration fonctionnelle. Donc voilà, allez-y, go sur le no-code et à très bientôt pour une autre vidéo.